Bonjour à tous. Je reçois Madame Marie-Joséphine Akpa. Elle est la présidente de l'ONG Women of Africa, bureau Côte d'Ivoire. Bonjour Madame Akpa. Bonjour monsieur. Bonjour et bonne arrivée chez nous, comme on dit. Merci beaucoup. Alors, on va parler de Women of Africa. Dites-nous comment et où a été créée votre organisation. Alors, Women of Africa a été créée à Paris en 2002 par Madame Claire Thiemani, qui, voyant des femmes immigrées arriver, n'ayant pas de soutien, n'ayant pas d'aide, a décidé de créer cette organisation pour, au départ, aider ces femmes immigrées-là à s'insérer et à trouver leur place dans cette société française voilà, qui les recevait. Donc, ça a été créé à Paris. Alors, et depuis, est-ce qu'elle est Women of Africa, est-ce qu'elle est représentée quand même, elle est représentée maintenant en Afrique? Oui, donc dans presque toute l'Afrique, on a une vingtaine de représentations Women of Africa, dont celle de la Côte d'Ivoire. Et donc, dans chaque pays, Women of Africa intervient en fonction. D'accord. On a des programmes, mais on intervient en fonction de notre environnement géopolitique et géosocial. Comment s'est faite vous-même votre rencontre avec Women of Africa? Alors, c'est à l'issue d'une rencontre autour du thème des femmes, où je devais intervenir avec un ami, M. Aboufal. C'est à cette occasion-là que je rencontre Mme Patricia Diomse, qui est la présidente déléguée de Women of Africa, qui porte ce projet-là tellement à cœur. Elle a tellement, quand elle vous raconte ça, on a l'impression que si on ne fait pas partie de cette organisation, mais on ne fait pas partie de quoi que ce soit. Et donc, elle m'a donné cette envie-là et j'étais en plein questionnement moi-même en me disant, je vais rentrer au pays, mais je rentre comment, qu'est-ce que j'y fais, etc. Et elle m'a demandé, elle m'a confié cette mission-là de porter Women of Africa sur la Côte d'Ivoire, mission que j'ai acceptée bien volontiers. Et depuis 2019, je préside à Women of Africa, aux destinées de cette organisation sur la Côte d'Ivoire. Il y a combien de membres ici en Côte d'Ivoire? Pour l'instant, je ne pourrais pas vous citer le nombre de membres exactement. On est intervenu dans 60 pays, dans 60 villages. Donc déjà, il y a 60 chefs de villages. Voilà, qui sont présents autour de nous, donc chacun avec son village derrière. On a pas mal de choses. On a installé 80 kits solaires dans des villages et dans des dispensaires et dans des écoles. On a offert des bourses d'études, on a fait beaucoup de choses. Donc, en fait, si vous voulez, de facto, tous ceux auprès de qui on est intervenu sont membres de Women of Africa. Très bien. Alors, votre engagement personnel pour ces causes-là, d'où est-il né? Alors, je vais encore rendre hommage à mes parents. Parce que mon engagement humanitaire, on va dire ça comme ça, vient de mes parents. Papa et maman n'ont pas hésité. Quand on était gamin, nous on a vécu, on était 5 enfants, mais on avait 35 frères et sœurs. On avait 30 autres frères et sœurs. Ils n'ont pas hésité à ouvrir leur maison. Une vraie famille africaine. Voilà. Ils n'ont pas hésité à ouvrir leur maison à des cousins, à des enfants qui n'allaient pas, qui allaient à l'école, mais qui habitaient loin et qui venaient là. Et donc, ils ont pris fait et cause des autres. Et ça, nous, on l'a gardé. Et j'ai grandi dans cette atmosphère-là de dire qu'il faut il faut aider les autres, il faut être au service des autres. Et moi, je suis convaincue que je suis née pour être au service des autres. Je crois que ça me manquerait. Est-ce que les autres vous comprennent tout le temps? Non, pas. Est-ce que les autres vous le rendent aussi bien? Alors, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin qu'on nous le rende. Est-ce que les autres comprennent? Pas toujours. Pas toujours. C'est frustrant quand même. Oui, mais à partir du moment où on se dit que c'est un choix qu'on a fait, où on se dit que c'est très égoïste. Moi, je suis très égoïste. Je veux dire,
Moi, je rends service parce que ça me comble de bonheur. Parce qu'il n'y a rien de tel. Vous êtes d'un égoïsme altruiste. Alors. Si vous voulez, je prends. Mais il n'y a rien de tel que de voir quelqu'un à qui vous avez rendu service et qui vous sourit et qui vous dit vraiment, tu m'as dépanné. Il n'y a rien de tel. Moi, je crois que, voilà, et je vis mon bonheur par procuration. Très bien. Alors, est-ce que vous avez des domaines spécifiques d'intervention? Vous veniez d'en parler tout à l'heure. Depuis 2019, vous avez plus travaillé dans les villages. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé également de faire des choses dans les villes? Alors, j'ai fait un choix, on va dire. Chaque Women of Africa, comme je vous disais tout à l'heure, agit en fonction de son environnement. En Côte d'Ivoire, j'ai fait le choix d'aller installer le siège de Women of Africa Côte d'Ivoire à Issia. Pourquoi Issia? Pourquoi pas Korogo? Pourquoi pas Dabou? Alors, Issia, parce que j'y ai grandi. Ça a été la ville où j'ai fait mon CM1, mon CM2 et jusqu'à la 3e. C'est un peu chez moi. Et Issia, parce que mon père a été le deuxième directeur du CSG d'Issia et a été quelqu'un dans l'éducation de cette ville-là, d'enfants de cette ville-là, a été un des précurseurs. Donc je me suis dit, naturellement, j'avais envie de retourner sur les traces de mon enfance et puis mes amis d'enfance y sont, etc. Donc j'étais plus en sécurité là-bas. Ça me sécurisait d'aller à Issia. Mais il n'y avait pas que ça. La deuxième chose qui m'a motivée à être à Issia, c'est parce que c'était l'intérieur du pays et Issia est un carrefour. Quand j'étais enfant, Issia était un carrefour, il est toujours un carrefour. D'Issia, on peut accéder un peu partout dans le reste du pays. Et donc, le fait d'être parti d'Abidjan, d'avoir quitté Abidjan, il y a tout à Abidjan. On a tout. Tout est concentré sur Abidjan. Et je ne voulais pas être une énième organisation qui s'installe à Abidjan. Et je voulais donner une chance de porter la voix de ceux qui n'ont pas de voix. Quels sont, à Issia, les vrais sujets qui concernent, on va dire, la cause des femmes? Alors, deux très grands sujets. Le premier qui me touche, c'est vraiment les grossesses en milieu scolaire. Ici, elle fait partie du Haut-Sassandra. Le Haut-Sassandra est la région la plus peuplée après Abidjan. Et le Haut-Sassandra cumule pratiquement 256 grossesses par an, à peu près. Cette année, à Issia, par exemple, juste au mois de juillet, de janvier à juillet, on était déjà à 55 filles enceintes. Donc le premier projet, moi, qui me tient à cœur, c'est vraiment l'éducation des filles, vraiment, le premier projet. Le second, c'est l'autonomisation des femmes. C'est comment, au jour d'aujourd'hui, donner les moyens intellectuels, les moyens sociaux et les moyens financiers aux femmes pour qu'elles se prennent en charge et qu'elles viennent en aide à leur mari. On n'est plus dans le temps où c'est mon mari, il a fait ci, il a fait ça. On n'est plus dans ce temps-là. On est dans je prends une part. Je prends une part. Voilà. Donc ce sont ces deux thématiques. Qui me tiennent à cœur. Revenons aux grossesses des filles en milieu scolaire. Pourquoi à Issia, les statistiques ne sont pas forcément positives? Alors, les statistiques ne sont pas positives pour, on va dire, plusieurs raisons. Une des grandes raisons, c'est qu'il n'y a pas d'hébergement pour les jeunes filles. Il n'y a vraiment pas d'hébergement. Ça, c'est la première cause. Avant, à Issia, quand on arrivait, vous pouvez taper à n'importe quelle maison, on vous ouvrait la porte et vous disiez « je cherche un tuteur » et on vous ouvrait la porte et vous aviez un tuteur. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je crois que dans toute la Côte d'Ivoire, dans les villes de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, on a ce problème-là. Donc les parents qui sont dans les campements et dans les villages viennent à Issia, trouvent une chambrette, dans laquelle les vendeurs de sommeil ne distinguent pas chambre pour filles comme pour garçons. Et puis, là, on met les filles et les garçons au même endroit. Et puis, les parents payent pendant le premier trimestre. Sauf qu'à la fin,
Les parents ne Ils n'ont peuvent plus plus, les moyens. voilà, ils ne peuvent plus payer, donc ils laissent un peu les filles se débrouiller par elles-mêmes. Donc, le premier problème, c'est l'hébergement. Le second problème, quand elles sont hébergées, elles ne sont pas hébergées dans des conditions qui soient des conditions idéales pour des études, on va dire, apaisées et efficientes. Donc, ça pose un problème. Et la deuxième chose, elles sont plus ou moins abandonnées en cours de route par manque de moyens de la famille. Et donc, elles sont obligées soit d'aller avec des jeunes gens qui vont leur donner ne serait-ce qu'un bout de pain, ne serait-ce que de quoi manger, et puis elles se laissent aller à ces personnes-là. Alors, de ce point de vue-là, fort de ce constat, qu'est-ce que Women of Africa fait aujourd'hui à ICIA? Alors, la première bataille de Women of Africa à ICIA par rapport aux grossesses en milieu scolaire, on a commencé de la sensibilisation. Ça a été la première action qu'on a menée. La seconde action, c'est l'ouverture de la maison familiale qu'on a appelée la maison Sainte Famille Saint-Jean-François, qui va accueillir des jeunes filles. On a décidé avec les religieuses qui nous accompagnent sur ce projet de prendre des filles de 6e pour les accompagner tout au long de leur scolarité jusqu'en 3e. Et c'est seulement à partir de ce moment-là qu'on pourra dire concrètement quels sont les éléments qui nous permettraient de dire si on met ces filles-là dans telles conditions, elles vont pouvoir aller à l'école sans grossesse. Et celles qui sont maintenant en 3e, en seconde par exemple Pour l'instant, on n'a pas encore de solution pour elles. On en prendra quelques-unes, mais la majeure partie, ça va être les filles de 6e parce que dans les 55 filles qui sont enceintes aujourd'hui, dans les statistiques de grossesse en milieu scolaire, il y a pas mal de jeunes filles de 6e qui sont déjà enceintes. Alors, dans cette initiative, vous devez travailler avec des gens. Oui. Soit ils sont bénévoles, soit ce sont des gens du personnel que vous payez qui sont salariés. Est-ce qu'aujourd'hui, à ICIA, la culture du bénévolat est acquise? J'ai envie de vous dire que la culture du bénévolat, ce n'est pas seulement ICIA. La culture n'est acquise nulle part. Oui, surtout mais que à ICIA, je parle d'ICIA parce que... Voilà, à ICIA, c'est plus difficile encore parce qu'on est dans une zone, on va dire, urbaine. Donc, les gens n'ont déjà pas de quoi manger, n'ont déjà pas de travail. Vous allez demander à quelqu'un de venir vous aider, d'accord, de façon bénévole, vous aurez du mal. Mais en même temps, on a une culture africaine... de solidarité, d'entraide, etc. Oui, mais paradoxalement, quand vous dites « venez aider une ONG », les gens, dans leur tête, l'ONG gagne de l'argent. Donc, à partir du moment où l'ONG gagne de l'argent, je ne peux pas m'engager gratuitement, sans rien. Qu'est-ce que je gagne ? La grande question, c'est qu'est-ce que je gagne à y participer? Qu'est-ce que vous me donnez en retour? Donc, il y a à réfléchir à cette problématique-là. Au jour d'aujourd'hui, on va dire que nous, on est en déficit de compétences au niveau de Women of Africa. On a très peu de bénévoles, on n'en a même pratiquement pas du tout, plus du tout, parce que justement, les gens ne regardent pas l'action qu'ils vont mener et les bienfaits de cette action-là, mais si ça profite aux autres, il faut bien que ça profite aussi à eux-mêmes. Je dois préciser que vous-même, à la tête de Women of Africa en Côte d'Ivoire, vous êtes bénévole. Ah, je suis bénévole à 100%, totalement. L'autre difficulté qu'on a en Afrique, dans nos pays, c'est cette culture-là de l'assistanat. Et aujourd'hui, vous en parliez un peu tout à l'heure, quand vous n'avez rien à donner, il est difficile aux gens de vous suivre. Oui. Alors, aujourd'hui, ce qui sclérose un peu la société civile, on va dire ça comme ça, c'est le fait que les gens ont une culture du per diem.
je viens à une réunion, il faut que je sorte de la réunion, on me donne un petit quelque chose pour mon transport, etc. Il n'y a pas un engagement plein et direct. Et ça sclérose un peu notre action parce qu'on n'a pas toujours les moyens. On a besoin que les gens nous aident, qu'ils nous aident à réfléchir, à mettre en place des politiques de développement local. Mais si on n'y arrive pas et qu'il faut graisser des pattes au fur et à mesure, ça rend notre action très très difficile. Et puis on pense que les ONG ont de l'argent. C'est ce que tout le monde, en tout cas moi, c'est ce que j'ai été très étonnée de l'apprendre en Côte d'Ivoire. Dès que vous dites, je suis présidente d'une ONG, on vous dit, ah ben il faut me mettre dedans, on va bouffer aussi. Alors, Parce qu'au départ, ça a été aussi ça. Ben, pour sûrement, moi j'arrive. Bon nombre d'ONG qui avaient été créées à l'époque. D'accord. Voilà, c'était aussi l'esprit. Moi, j'arrive dans un milieu que j'intègre. Donc, il me faut avoir un regard. J'ai un ami qui parle de Nancy, le caméléon dans Patéba, qui a un regard circulaire à 360. Il faut que je me comporte comme ça. Le fait qu'on dise, par exemple, que les ONG gagnent de l'argent et tout, moi, je prends un exemple simple. Vous avez le Crédit Sud, une banque belge, qui vous met à disposition une certaine somme, qui dit par exemple, on vous finance, comment on appelle ça, l'accompagnement à l'autonomisation des femmes et des jeunes, on vous donne, je dis n'importe quoi, 20 millions de francs. Les 20 millions de francs, on vous dit, il faudrait que ça serve à financer 200 projets, à 100 000 francs par projet. Où est-ce que vous enlevez un surplus dans les 20 millions, puisque donner 100 000 francs à 200 personnes, ça fait 20 millions de francs CFA. Alors, où est-ce qu'on enlève l'argent? Donc, moi, je pose, voilà, c'est ça. Je ne peux pas comprendre que moi, on mette en place, on me donne un financement pour un projet, je ne sais pas moi, d'ouverture d'un foyer d'hébergement. On me dit, bon, voilà, on vous donne, je ne sais pas, 10 millions de francs pour accompagner ces jeunes filles-là, pour que les parents payent moins. Où est-ce que dans ces 10 millions, on va enlever de l'argent pour s'engraisser soi-même ou se payer ses voyages, etc. Alors, bientôt, c'est la fête de Noël. Et Aïssia, vous vouliez vraiment en parler parce que c'est un projet phare pour vous, c'est un projet qui vous tient à cœur. Il y aura, c'est votre formule, un Noël extraordinaire. Oui. Ben, en quoi ce Noël-ci serait-il extraordinaire? Aïssia, toutes les organisations, le centre socio-éducatif, l'Institut des aveugles, l'ONG Oasis Action, comment on appelle ça, l'orphelinat de Saïwa, toutes ces organisations-là font des arbres de Noël. Cette année, moi je fais partie d'une organisation qui s'appelle Théos. Théos est une organisation qui prône la construction d'hommes meilleurs, d'autres, qui prône aussi le service aux autres. Et Théos, cette année, me dit, mais Marie-Joséphine, on vient à Aïssia. Parce que Théos a pour habitude d'offrir des cadeaux de Noël à des enfants vulnérables dans des villages. Et cette année, ils ont décidé de venir à Aïssia. Et j'étais tellement heureuse que je me suis dit qu'il fallait mobiliser tout le monde et que chacun cette année, notre Noël ne soit pas chacun pour soi. Est-ce que tout le monde a répondu? Oui. Super, tout le monde a répondu. Donc le Noël extraordinaire, c'est qu'à Aïssia, quand on fait un Noël, on donne des cadeaux. Mais il n'y a pas le reste. C'est-à-dire que cette année, il y a une organisation qui vient offrir des cadeaux. Et nous, à Aïssia, les enfants d'Aïssia, on a créé des ateliers. Les enfants de l'Institut des aveugles ont fait des fresques. Et c'est magnifique de voir des enfants aveugles tremper leurs mains dans la peinture et de faire des choses. Moi, j'ai vécu des moments exceptionnels. Quand vous voyez des enfants qui sont victimes d'ISIDA, dont les parents ne sont pas là parce que mort d'ISIDA, etc., qui ont une grosse problématique, mais qui viennent, qui font du coloriage, qui font de la danse, qui ont envie de faire des poèmes, qui sont heureux d'être là. Qui sont heureux d'être là. Je me dis, ce Noël-là, on va
on va essuyer pas mal de larmes et puis j'ai envie de suspendre dans tous les yeux, là, de suspendre des étoiles. Et donc, on a voulu leur offrir quelque chose de fantastique. C'est, vous savez, les parcs d'attractions gonflables. Mais on n'en a pas eu les moyens, donc on n'a pas pu. Ça viendra. Ça, j'espère. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent là, c'est samedi. Mais s'il y en a un qui dit, bon, voilà, on va leur offrir quand même un toboggan gonflable qui ira jusqu'à Issia, tout frais payé. En tout cas, je suis preneuse. Mais voilà, on aura une mascotte qui va venir, un nounours panda là, qui va être là. Et voilà, donc on va avoir une journée bénie, une journée où les enfants ne vont pas seulement recevoir des cadeaux, mais ils vont eux aussi avoir ce plaisir-là d'en offrir. Et c'était ça, moi, ma volonté, c'était de dire que, vous avez dit tout à l'heure, on reçoit là. Non, ça suffit. Ça suffit. Pas l'assistanat systématique là. Non. Nous aussi, pour tenir debout, pour se dire que nous aussi, on est digne. Voilà. Pour construire cette dignité-là. Mais dans l'amour, toujours dans l'amour. Alors, toute dernière préoccupation, là, c'est une question personnelle. Comment s'est faite votre intégration à votre retour au pays? Alors moi, je suis partie, il faut dire que je suis partie 35 ans. Je suis revenue. Déjà en France, on est noir, on n'a pas sa place. Et quand on arrive au pays, on est la blanche. Et quand les gens vous regardent, vous avez l'impression comme dans Picsou, là, vous avez l'impression que c'est euro. C'est ça. Donc voilà. Non. Mon intégration, au niveau de ma famille, il n'y a pas de problème. Il y a eu quelques petites réticences par-ci, par-là. Mais au niveau de la société, c'est vrai que quand on rentre, on se rend compte qu'on est parti trop longtemps. Et que les choses ont évolué derrière. On se rend compte qu'il y a une mentalité qui n'est plus la nôtre. On se rend compte qu'on a une approche complètement différente. Complètement sociologique, complètement différente. Et j'ai un ami qui n'a de cesse de me dire, toi, il faut qu'on te tropicalise. Donc, je suis devenue le défi Aïssia de la tropicalisation. Et la difficulté, vraiment, c'est de s'intégrer et qu'on ne m'étiquette pas. Voilà, on est étiqueté et ça c'est très très difficile quand vous arrivez au niveau social, vous êtes étiqueté parce que c'est vous qui avez, d'accord. Et quand vous arrivez quelque part, voilà, on dit c'est la benguiste, vous voulez acheter quelque chose, moi je vais pas au marché parce que dès qu'on entend mon accent, on se dit, le pot de tomates qui était à 500 francs, voilà, ça monte un peu plus. Voilà. Et donc, il y a des petites choses comme ça. Par contre, ce qui, moi, il y a un avantage quand même. Il y a un gros avantage. Un des avantages, c'est qu'on rentre partout. Et puis, un des gros avantages, c'est qu'on vous écoute aussi. Parce que vous avez une expérience à partager. Et puis, un autre avantage aussi, c'est que les gens, même s'ils sont prompts à vous dire benguiste et tout ça, ils sont aussi prompts à vous laisser entrer dans leur environnement, dans leur univers, pour essayer de partager. Et moi, tous les jours, j'apprends. J'apprends tous les jours. Et je suis fière d'être venue. Je suis fière de ce que j'apporte. Et je suis fière de ce que je reçois. Très bien. Alors, on va rappeler que pour le Noël extraordinaire, vous auriez quand même besoin d'un peu de soutien. Oui. J'ai besoin de soutien, j'ai besoin de quelqu'un qui m'offre le toboggan. Et le Noël extraordinaire a été initié par Théos. Moi, en tant que Women of Africa, on a créé un collectif d'organisation pour, sur place, organiser les choses. Donc, on aurait besoin tous. Là, il nous manque encore des guirlandes, il nous manque encore des petites choses, mais on prend. Et puis, hormis le Noël extraordinaire, moi j'ai besoin vraiment de bénévoles, de compétences, voilà, on va dire ça comme ça. J'ai besoin de compétences. Donc pour le Noël extraordinaire, si quelqu'un veut nous offrir le toboggan gonflable, on est preneur. S'il y a des gens qui veulent venir se joindre à nous, on est preneur. S'il y a des gens qui ont des cadeaux en supplément, qui veulent les offrir, qui ont des vêtements qui veulent les offrir, on est preneur. Alors je sais que les ONG souvent fonctionnent aussi avec des levées de fonds. Est-ce que vous avez déjà initié cela,
Ce sera ma toute dernière question. On a initié une levée de fonds. On a eu quelques deniers. On a eu quelques deniers, mais comme vous le savez, hein, toujours on en a toujours besoin un peu plus. C'est jamais assez. Mais c'est déjà bien d'avoir eu ce qu'on a eu, puisque ça nous a permis de faire déjà pas mal de choses. Ça nous a permis de faire pas mal de choses. Et j'en profite pour remercier en tout cas tous ceux qui ont été généreux. L'amicale des anciens élèves du CEG d'ICIA, ils sont tous partis de leur petite contribution. Je les remercie. Je remercie aussi tous ceux qui, en France, des États-Unis, nous ont envoyé des petites choses. Donc, merci à vous. Continuez, parce que ce Noël extraordinaire-là, notre collectif, on voudrait qu'il perdure et que l'année prochaine, on puisse encore avoir un peu plus de cadeaux. Je vous remercie, Madame Marie-Joséphine Akbar. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ONG Women of Africa. Et joyeux Noël. Merci beaucoup, joyeux Noël à vous aussi.